Bonjour à tous, merci Sylvain pour l'invitation et puis merci à tous pour assister au séminaire. Et du coup, ce que j'aimerais vous présenter un petit peu aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser des particules en lévitation pour aller faire de la physique aux échelles nano. Et ce que je vais présenter, c'est des choses qui font partie des thèses de Damien Rénal et Ines de Nieder. Donc c'est ce que vous allez voir ensuite. Donc l'idée originale, c'est de se dire que pour un certain nombre d'applications, avoir une particule qui est isolée de son environnement, ça peut être intéressant. On imagine assez facilement, dans le cas du sondage de force de faible amplitude, le fait qu'il n'y ait pas du tout d'environnement, on va être relativement sensible à n'importe quelle petite perturbation, donc ça va être assez intéressant. De la même façon, si on s'intéresse aux questions quantiques, est-ce qu'on peut avoir des effets quantiques sur un objet qui commence à être de taille assez importante, qui va vers le macroscopique ou le mésoscopique? Le fait de ne pas avoir de couplage de l'environnement va réduire les risques de décohérence et du coup on va pouvoir espérer voir un peu plus ces effets quantiques à des grandes échelles. Et comme je le détaillerai plus en détail dans la suite, c'est aussi extrêmement intéressant pour aller étudier de la nanophysique et notamment de la physique hors équilibre. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour isoler une particule de l'environnement. Et quelque chose qui a été initié il y a une dizaine d'années maintenant, c'est d'envisager une technique de lévitation, et comme ça on aurait une particule qui se retrouve seule au milieu de son environnement, dans le vide. Et donc il y a quelques expériences qui ont été mises en évidence, notamment sur le sensing de force. Il y a pas mal d'équipes aux États-Unis qui ont mis en évidence qu'un système de lévitation de nanoparticules pouvait permettre d'avoir des sensibilités très très grandes pour aller tester la physique au-delà du modèle standard. Sur la physique quantique aux échelles macroscopiques, il y a des gros projets, notamment un projet international qui s'appelle MACRO, dans lequel l'ONERA est impliqué, qui vise à faire des interférences d'ondes de matière avec des nanoparticules dans des satellites, pour sonder à quel point on peut avoir des effets quantiques sur des objets qui sont assez gros, de l'ordre de la centaine de nanomètres, voire plus. Et aujourd'hui, ce que je vais détailler un peu plus, c'est pourquoi ce système aussi, c'est un système qui est parfait pour aller étudier la thermodynamique aux petites échelles. Voilà, c'est le centre de ma discussion. Et avant de rentrer un peu plus en détail là-dessus, je veux juste présenter un petit peu le contexte, parce que c'est des systèmes qui sont assez chouettes, parce que assez facilement, on peut aller tester différentes choses. Et tous les éléments que j'ai présentés en début, c'est des choses qui nous intéressent au laboratoire Lumine. Et on développe aussi d'autres activités dont je ne vais pas parler ici, mais avec Pierre Verlot, on a des expériences où on essaye de faire de la mesure de force de faible amplitude, et l'idée c'est d'arriver à bénéficier de la très très grande sensibilité d'un oscillateur mécanique proche de sa fréquence de résonance pour mesurer des forces qui sont beaucoup plus basse fréquence, et l'idée ça va être faire de la transduction de fréquence en faisant tourner le résonateur mécanique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Et de la même façon, sur les parties quantiques, c'est pas tout d'avoir un système qui s'approche du régime quantique. Ensuite, il faut pouvoir le manipuler, il faut pouvoir jouer avec. Et pour ça, on va avoir besoin de rajouter des non-linéarités dans le système. Une façon de rajouter des non-linéarités dans le système, c'est d'utiliser des systèmes quantiques à deux niveaux. Et comme Sylvain l'a évoqué au début, j'ai travaillé un petit peu avec les centrales V du diamant. Donc on a essayé d'insérer, on a des expériences dans lesquelles on met des centrales V du diamant, qu'on essaye de coupler à la dynamique de la particule pour ajouter un truc très quantique dans notre système qui à la base n'est pas quantique, et essayer d'arriver à avoir un couplage entre les deux. Donc de la même façon, c'est des choses sur lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails, mais si vous avez des questions, vous voulez en discuter après, je serai ravi d'en parler avec vous. Et du coup, le cœur de ma présentation, ça va être vraiment comment on arrive à contrôler la dynamique d'une nanoparticule, et avant toute chose, comment on va réaliser cette lévitation expérimentalement. Alors, il y a plusieurs techniques pour léviter des particules. Nous, ce qu'on a choisi, c'est la lévitation optique, et l'idée, c'est qu'on va prendre un laser de forte intensité, on va le faire passer à travers un objectif de façon à le focaliser, et on va récupérer la lumière qui traverse tout ce système-là, et ça, on verra après que ça peut faire la détection. Et donc les particules qu'on va utiliser, c'est des petites particules, des petites billes de verre qui font une centaine de nanomètres de diamètre. Et vous savez que quand on met une particule dans un champ électrique, elle va avoir tendance à se polariser. Et ce petit dipôle va être attiré par les gradients de champ optique. Donc si vous faites un très très fort gradient de champ, alors votre particule va commencer à être attirée par ce gradient. Et donc l'idée ici, c'est qu'on va utiliser des lasers infrarouges qui sont assez puissants, plusieurs centaines de milliwatts, qu'on va focaliser très fortement à travers un objectif.
Et ça va nous permettre d'attirer la particule vers le centre du piégeage. Ce que vous voyez ici en première approximation, la force optique, c'est tout simplement le gradient de l'intensité. Et donc le petit point vert que vous voyez ici sur la photo, c'est une petite particule, c'est une bille de verre de 100 nanomètres, et on a rajouté un laser vert au plus du laser infrarouge qui permet de la visualiser. Et du coup là ce que vous voyez, c'est vraiment la diffusion de la lumière, donc à l'œil nu on est capable d'avoir. Ouais, on peut t'interrompre ou tu... Oui, bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre. Je me demandais, parce que nous on a l'habitude de faire ça avec des systèmes à 2 niveaux, du coup la force elle est en 1 sur le désaccord. Ouais. Et ici, c'est quoi le désaccord du coup qui va compter quand tu as une particule On a la chance d'avoir des particules diélectriques et la force de gradient, elle dépend pas de elle dépend peu de la longueur d'onde, c'est juste la différence d'indice optique. C'est vraiment l'indice optique et le fait qu'on a un matériau diélectrique qui compte. Donc c'est la différence d'indice optique entre le matériau et l'extérieur qui compte. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a des forces qui sont très très grandes. C'est un truc, c'est vrai qu'ici, il y a peut-être des gens qui font de la physique atomique et sur lequel il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que nous, nos pièges de potentiel, ils sont de l'ordre de plusieurs dizaines de kBT à température ambiante. C'est-à-dire qu'on piège une particule, on fait ça dans l'air, histoire que juste l'amortissement suffise à la mettre au fond. Et après, on a 30 ou 40 kBT, la particule, elle est piégée pour les pas du tout la même physique qu'un atome. 30 kBT à température ambiante. Donc 30 T, avec un T ambiant. Ouais, c'est ça. Nous, on ne refroidit rien en piège et ça reste là. Oui, pardon. Moi, j'avais une question par rapport à la notion de non-linéarité, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on couple un système à 2 niveaux en fait, pour créer des non-linéarités. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible également d'exploiter la biréfringence du verre de la particule pour créer aussi ces non-linéarités? Probablement, c'est une option. Après, on verra dans la deuxième partie qu'il y a d'autres options. Mais c'est des choses qui peuvent être envisagées, ouais. Et deuxième question, parce que vous avez choisi un laser vert en fait pour détecter la particule. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire elle absorbe et elle réémet le verre, ou alors elle diffuse? On y arrive. Okay. On y arrive. Et est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de... Parce que j'imagine la lumière fait de la pression de radiation sur la particule, j'imagine. Est-ce que ça ne compromet pas le piégeage en partie? Alors ça, c'est une très bonne question. La pression de radiation, vu qu'on focalise très très fortement, c'est la force de gradient qui domine. Et on va négliger la pression de radiation, même si elle existe et que dans certaines expériences, on peut le voir. Okay. Mais ici, je vous propose qu'on se restreigne au cas où c'est la force de gradient qui domine. Et donc, on va être piégé là où le gradient est le plus fort. On focalise vraiment très fortement avec un objectif qui focalise. On a des pièges qui sont très profonds et on peut garder la particule 1 mois si on ne fait pas de bêtises avec, elle reste là. Donc ça, c'est quand même assez chouette et c'est quelque chose qui est assez différent de la physique atomique. Et on n'a pas besoin, on peut travailler avec n'importe quel laser. Le seul truc qui compte, c'est que ça absorbe pas trop pour que ça chauffe pas trop. C'est pour ça qu'on travaille à 1064 nanomètres. Et pas sous vide non plus. Là, on piège dans l'air et après on peut descendre sous vide. Nous, on ne descend pas très bas, on descend en millibars. Il y a des équipes qui descendent à 10-8 millibars. Mais c'est beaucoup moins contraignant que la physique atomique dont vous avez l'habitude. Et c'est la profondeur du piège qui garantit le fait qu'il n'y a qu'une seule anomalie dedans ou... On spray de façon, enfin on spray les particules les unes après les autres de façon à ce qu'en moyenne on n'en piège qu'une à la fois. C'est possible d'en piéger 2, mais c'est rare. Et du coup, vu qu'on a, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un faisceau gaussien qu'on focalise très fortement. On a globalement un piège qui est gaussien, et si on se restreint au bas du potentiel, on va avoir quelque chose qui est en première approximation harmonique. Et dans toute la première partie de la présentation, c'est ce que je vais considérer, c'est-à-dire que j'ai un puits harmonique. Si je veux décrire la dynamique de ma particule, une façon de le décrire, c'est l'équation de Langevin, dans lequel on va avoir le gamma qui va représenter l'amortissement, la force optique dont je vous ai dit qu'elle était harmonique, et les forces de fluctuation, ce qui fait tout le charme de ce qui arrive après, c'est-à-dire le mouvement brownien, les chocs avec les molécules de gaz aux alentours, qui va donner le côté aléatoire dans la dynamique de la particule. Donc ici, voilà, avec un seul faisceau de piégeage, on va avoir un piège harmonique, et l'idée, ça va être d'aller mesurer la dynamique de la particule. Et donc, la dynamique de la particule, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter la lumière qui passe à travers la chambre, et cette lumière, elle va être composée de 2 composantes, le faisceau laser qui est directement passé à travers, et le faisceau qui est diffusé par la particule. Donc on a ce petit dipôle qui va rediffuser de la lumière. Et ce qu'on voit, c'est que si la particule, elle s'éloigne un petit peu du centre, on va avoir
la lumière diffusée qui va être légèrement décalée par rapport à la lumière qui est transmise directement du laser, et on voit que la différence de phase en haut et la différence de phase en bas est légèrement différente, donc on va avoir une différence d'intensité sur la partie haute et la partie basse. Donc en utilisant un détecteur balancé ou une photodiode calcadrant, on va pouvoir comme ça remonter directement à la dynamique de la particule en 3 dimensions. Donc on va pouvoir tracer une trajectoire typique, et ça c'est une trajectoire typique qui a été enregistrée au laboratoire, où on voit des oscillations, donc ça c'est le côté harmonique, qui a une amplitude qui varie au cours du temps, et ça c'est le mouvement brownien, c'est-à-dire que la variation de l'amplitude du mouvement au cours du temps, elle varie en 1 sur gamma, où gamma c'est l'amortissement, et c'est vraiment le mouvement brownien qui varie au cours du temps. Donc déjà on peut avoir pas mal d'informations sur ce qui se passe dans cette trajectoire de la particule, mais une façon d'avoir des informations supplémentaires, et suivant ce qu'on veut, on va choisir une technique ou l'autre, c'est de passer dans le domaine fréquentiel. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la densité spectrale de bruit associée à la dynamique de la particule. Si le système, si on considère un oscillateur harmonique, on a quelque chose qui est d'une forme lorentzienne, en première approximation, et on peut extraire assez facilement ce que c'est l'amortissement du système et ce que c'est sa fréquence prendre. Si on va même un peu plus loin, l'énergie sous la courbe de la densité spectrale de bruit, c'est l'air sous la courbe de la PSD, c'est l'énergie que vous avez dans le système et qui, par équipartition, est liée à KBT, à l'énergie thermique. Et de la même façon, soit l'air, soit la déviation standard qu'on aurait sur la trace temporelle. C'est l'énergie, on la retrouve aux deux endroits. Ouais. Le gamma, la largeur, c'est le gamma 0 de l'équation de Langevin tout à l'heure. Ouais, c'est le gamma 0. Et c'est quoi ce truc? C'est le freinage. C'est les forces de frottement. C'est les forces de frottement. Avec l'air. Avec l'air. Ouais. Donc en fait, en traçant l'évolution de la position de la particule et en faisant cette F, vous avez une mesure directe des forces de frottement sur la particule. Exactement. Dès qu'on est dans le régime sous-amorti, en fait, on va pouvoir vraiment caractériser. Ce que je vous montre, c'est qu'on est capable de caractériser tous les termes qu'il y a dans l'équation de Langevin, c'est-à-dire que les forces de fluctuation, c'est l'énergie thermique, on a le gamma et on a le oméga. Donc on est capable de reconstruire comme ça assez facilement ce qui se passe, on comprend assez bien notre système. Tu peux extraire une température aussi? On peut extraire une température. Du labo En fait, ce qu'on fait, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que vu que ce qu'on mesure, c'est un déplacement en fonction du temps, sur une photodiode, on n'est pas capable de le calibrer directement en nanomètres, donc on va utiliser l'équipartition de l'énergie pour calibrer notre déplacement. Par contre, si on a des variations de température, on va pouvoir utiliser ça pour mesurer les variations de température. Dans le régime quantique, ça commence à marcher moins bien. Enfin, les gens qui font de l'optomécanique vraiment dans le régime quantique, ils vont dire que c'est pas la bonne façon de faire, mais en gros, tant qu'il y a beaucoup de quanta d'énergie, ça marche là. C'est le déplacement de mouvement que vous arrivez à mesurer, c'est le choc-noise de la photodiode, ou c'est quoi en fait? Là, oui, ça va être. On peut travailler au shot noise de la photodiode. Si on met pas mal de puissance et des choses comme ça. Là, nous, dans nos expériences, on met pas beaucoup de laser, donc souvent on est limité plus par le bruit du détecteur, enfin des bruits plus classiques. D'accord. Parce que le signal est assez élevé, du coup, on mesure assez facilement au-delà des déplacements qu'on souhaite mesurer. D'accord. C'est dynamo, c'est vraiment très bon. Enfin, je veux dire, avec une photodiode comme ça, de oui, c'est vraiment l'effet. C'est la mesure interférométrique qui permet de mesurer des déplacements de l'ordre de en dessous du nanomètre sans trop de problème. Ouais, c'est un truc qui est assez chouette, et du coup, le contrôle qu'on a sur ces paramètres, c'est ce qui va nous permettre justement d'aller étudier des phénomènes hors équilibre. Et en particulier, on va s'intéresser à un domaine de la physique hors équilibre qui est la thermodynamique aux échelles nano. Donc c'est typiquement un système où les fluctuations thermiques elles vont être prédominantes sur le système, et ce qu'on appelle la thermodynamique stochastique, et c'est quelque chose, c'est un framework théorique qui a été développé il y a seulement quelques dizaines d'années, ça a moins de 30 ans, pour essayer de comprendre ce qui se passe quand les fluctuations thermiques elles sont très fortes, comment on peut définir des grandeurs comme l'énergie, le travail, sur des systèmes comme ça. Et c'est typiquement ce qui domine si vous vous intéressez à des phénomènes biologiques. Donc tous les phénomènes biologiques, typiquement vont être décrits par ça. Tous les capteurs que vous avez dans vos smartphones, là, les MEMS, qui sont tout petits, vont aussi être dominés par ça. Donc il y a des vraies questions de comprendre ces phénomènes pour pouvoir aussi les optimiser.
si on prend des exemples typiques de ce qu'on voudrait optimiser, l'exemple iconique, c'est peut-être les nanomoteurs ou les moteurs moléculaires. Pourquoi ils sont efficaces? Qu'est-ce que c'est qui les rend efficaces? Comment les optimiser? Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de faire vraiment la thermodynamique qu'on connaît de la fin du 19e siècle, on essaye de la passer aux petites échelles? Et de la même façon, c'est quelque chose, si vous faites du traitement de l'information, vous faites du calcul, que vous faites du stockage de l'information, le théorème de Landauer, il vous dit que si vous voulez effacer une information, ça va vous coûter du travail et ça va vous coûter de l'énergie. Donc la question, c'est comment on fait pour minimiser ça? Qu'est-ce que c'est la limite? Est-ce qu'on est capable de travailler justement à la limite de Landauer? Donc toutes ces optimisations sont intéressantes et ça va jusqu'à la mesure de force, parce que si vous avez un peu l'habitude des mesures de force et que vous faites notamment de l'AFM, vous savez qu'en AFM, pour avoir une grande sensibilité, il faut un système qui n'est pas du tout amorti, un facteur de qualité qui est très très grand. Et du coup, ça veut dire que dès que vous avez une perturbation, vous allez hors équilibre pendant un temps très très long, vous vous mettez à osciller très très fort pendant très longtemps. Et du coup, vous ne pouvez pas aller vite. Donc vous êtes soit sensible, soit rapide, mais pour avoir les deux à la fois, c'est un peu compliqué. Donc comment on fait pour contrôler le passage par un état hors équilibre, pour essayer de gagner là-dessus? C'est vrai que c'est des vraies questions. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que notre système, il permet d'aller étudier assez facilement ces questions-là. Et la façon la plus simple de l'aborder, c'est de prendre l'exemple le plus simple de transformation en thermodynamique, qui est une décompression. Vous prenez un gaz dans une boîte, et puis à l'instant t égale 0, vous agrandissez la boîte. Et du coup, vous allez rester hors équilibre pendant un certain temps. Et la question, c'est est-ce qu'on peut contrôler ce passage hors équilibre? Est-ce qu'on peut réduire le temps de relaxation pendant lequel on passe hors équilibre? Et par rapport aux questions que j'ai évoquées avant dans les moteurs, le sensing, comment on fait pour réduire le temps hors équilibre, pour pouvoir à la fois être sensible et aller vite. Et du coup, notre particule piégée, elle est complètement analogue à ce système-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir une nanoparticule qui est piégée dans un puits de potentiel, et le volume, ça va être la raideur du puits de potentiel. C'est-à-dire que si je change un petit peu la raideur, j'ouvre mon puits de potentiel, on va avoir un volume plus grand à visiter. Et du coup, on va pouvoir aller étudier ça à la condition qu'on puisse contrôler facilement la raideur du puits de potentiel, c'est-à-dire la fréquence propre. Et puis quelque chose d'autre qui nous intéresse, c'est que on aimerait pouvoir changer aussi l'amortissement gamma, parce qu'on va voir que la physique est un peu différente si on se place dans le régime suramorti et sous-amorti, et que expérimentalement et théoriquement, c'est des questions qui ont été beaucoup étudiées dans le régime suramorti et peu dans le régime sous-amorti. Donc on aimerait pouvoir passer l'un à l'autre. Ouais. Pour contrôler le gamma, ce que vous faites, c'est que vous contrôlez la pression dans l'enceinte à vide, en fait, non? Exactement. C'était mon élément suivant. Mais c'est exactement ça. Du coup, voilà, on a notre équation de Langevin que maintenant vous connaissez. Je vous préviens, ça va être un peu vous risquez de la revoir, l'équation de Langevin, quoi. C'est un peu ma chouchou. Du coup, effectivement, là, on veut contrôler gamma 0 déjà. Et c'est exactement, c'est la remarque qui est très judicieuse, c'est-à-dire que ce qui domine l'amortissement, c'est les frottements fluides. Et donc, si on enlève l'air, qui est le fluide qui ralentit la particule, vous allez avoir quelque chose qui est linéaire. Et du coup, on peut changer l'amortissement par des ordres de grandeur. On peut passer, quand on travaille à pression ambiante, on est suramorti, à des choses qui sont très très sous-amorties, où les temps typiques de relaxation vont devenir très très grands. Et oméga, c'est la raideur du piège. Oméga carré, c'est la raideur du piège. Et la raideur, ça va être tout simplement proportionnel à la puissance du laser, à quel point on met de la puissance au niveau du focus. Et ça, on peut le changer aussi facilement. Par exemple, en utilisant un modulateur acoustique, on sait changer de façon très bien contrôlée tout ça. Donc, ouais. Et je m'inquiète, c'est une pratique de contrôler la condition initiale. Alors, la position et vitesse de ta... on va y venir dans un instant, mais vu qu'on fait de la physique stochastique, en fait, des conditions initiales, si tu refais plein de fois l'expérience, tu vas envie d'avoir toute la distribution. Nous, on va s'intéresser plutôt à des distributions parce qu'on fait de la physique stochastique. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire la petite expérience suivante, qui est une expérience de compression, c'est-à-dire, ici, on part avec un potentiel qui est assez ouvert, et puis à l'instant t égale 0, on va le refermer. Et pour répondre à la question de Sylvain, on va mesurer la dynamique de la particule. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une expérience où, à l'endroit où vous avez des tirés comme ça, vous avez des tirés, vous êtes passé d'une raideur à l'autre. Donc, sur la figure, là, c'est pas très facile de voir quelque chose. Peut-être on a l'impression que la période d'oscillation change un petit peu, mais c'est pas flagrant. Donc, on peut essayer de refaire l'expérience
une deuxième fois, on retrouve quelque chose d'assez similaire. C'est pas idéal parce qu'en fait, je suis soit... Vous auriez dû me plaindre avant. Je vais me mettre par là parce que du coup... J'ai connecté du truc. Ouais, ok. Du coup, on peut faire une deuxième expérience, on revoit une trace temporelle qui ressemble beaucoup, mais on a peu d'informations, on peut le faire une troisième fois, et ce qu'on voit en fait, c'est vraiment que vu que c'est la physique stochastique, on a des informations statistiques, et ce qu'il faut faire, c'est prendre effectivement une statistique. Donc là, on représente la probabilité de distribution selon l'axe vertical. Donc, quelle est la probabilité de trouver une particule à la position X, et ça, en fonction du temps. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des gaussiennes, et ce qui va changer, c'est la largeur de la gaussienne. C'est pas complètement surprenant, c'est que quand on va avoir un puits potentiel assez large, la particule elle va pouvoir prendre ses aises, et donc la déviation standard en position va être grande, et au moment où je referme, ça va se resserrer. Et ce qui nous intéresse, c'est un petit peu de voir, quand on passe de l'un à l'autre, quelle est l'évolution de ça au cours du temps. Ouais. Temporellement, on a l'impression que c'est un peu des ouais. franges. Ça a une importance ou c'est un artefact? C'est un artefact. Okay. J'y arrive dans une seconde, mais effectivement, on a des franges. Pour voir ça, est-ce que vous êtes obligé de faire une décompression adiabatique où la puissance du laser varierait très lentement et, Pour le moment, on fait un truc très très vite pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire, on fait un quenching, quoi. On met un gros coup à la particule et puis on voit comment elle réagit pour mesurer le temps de relaxation. Et ça, on peut le faire dans le régime suramorti. Et si je le fais dans le régime suramorti, donc je me mets à 1 bar, la particule elle diffuse lentement, enfin comme si, il y a beaucoup de frottement. Et ce qu'on voit, c'est que lors de cette compression, effectivement, on passe du cas où on est peu confiné au cas beaucoup plus confiné, et puis il y a une décroissance exponentielle entre les deux. Et justement, le temps caractéristique, il est relié à quoi? Il est relié à gamma et oméga, j'y arrive dans une seconde. Vous faites problème. Je peux faire la même expérience, et cette fois-ci, je le fais dans le régime sous-amorti. Alors, c'est pas exactement la même expérience, parce que là, c'est une compression, c'est une décompression, là, mais globalement, ça marche de la même façon. C'est juste que j'avais pas les bonnes données, mais ça marche de la même façon. Et là, ce qu'on voit, c'est exactement ce que tu as relevé, c'est-à-dire que la déviation standard en X, elle va se mettre à osciller. Et ce qui est hyper chouette dans le régime sous-amorti, c'est qu'on mesure tellement bien X qu'on est capable de mesurer V juste en faisant une dérivée. Et donc, on peut mesurer la déviation standard aussi de la vitesse. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a les deux qui vont se mettre à osciller, elles vont osciller en opposition de phase. Et en fait, si on réfléchit, la variance en position, c'est l'énergie potentielle, quoi, x carré, 1/2 de m oméga 2 x2, c'est l'énergie potentielle, alors que la variance de la vitesse, c'est l'énergie cinétique. Et ce qu'on voit, c'est juste qu'on a donné beaucoup d'énergie potentielle au moment où on a fait notre changement de raideur à la particule, et qu'elle va échanger l'énergie potentielle avec l'énergie cinétique progressivement, jusqu'à ce qu'on dissocie dans le bain thermique toute l'énergie qu'il y avait en trop. Et on voit que globalement, c'est des choses qui se ressemblent. On va avoir un temps de relaxation, mais la physique derrière le temps de relaxation est légèrement différente. C'est-à-dire que si vous êtes suramorti, ce que vous allez mesurer comme temps de relaxation, c'est le temps de relaxation des positions, c'est-à-dire c'est le temps que la particule elle va mettre pour visiter toutes les positions du puits de potentiel. Alors que si vous êtes sous-amorti, la particule elle visite tout de suite tout le potentiel, parce qu'elle oscille comme ça beaucoup. Et ce qui va diffuser, ce qui va changer lentement, c'est l'énergie de la particule ou sa vitesse, et du coup on voit que c'est le temps pour que la particule elle visite toutes les énergies possibles. Et du coup on va avoir des temps de relaxation qui sont légèrement différents. Dans le suramorti ça va être gamma divisé par oméga carré, alors que dans le sous-amorti c'est un truc qu'on va attendre, c'est 1 sur l'amortissement, c'est le 1 sur gamma. Et c'est là qu'on voit que c'est intéressant de se poser la question de savoir si on est capable de raccourcir ça, parce que les expériences que je fais là, qui sont à 5 millibars, si je les fais à 10-3, 10-4 millibars, les temps de relaxation, ça devient la minute, l'heure, le jour. Nos collègues en Autriche, ils ont fait à 10-9 millibars, c'est plusieurs jours le temps de relaxation. Donc, est-ce qu'on peut raccourcir ça? Et donc, c'est la question un petit peu qui va nous intéresser par la suite. Est-ce qu'on peut raccourcir ce temps de relaxation comme on veut? Et pour ça, on a la chance d'avoir discuté avec Emmanuel Trizac et David Guéry-Audelin, qui sont des théoriciens sur ces questions-là. Et l'idée, c'est qu'on veut contrôler
la fonction de distribution des positions de la particule. Donc le ρ de x et de v où se trouve la particule à l'instant t. Et si vous avez déjà fait un petit peu de physique stochastique, mais sinon c'est pas grave, l'équation qui régit ça, c'est l'équation qu'on appelle l'équation de Fokker-Planck. Alors je vous la montre juste, c'est pour le fun, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une équation dérivée partielle qui régit ça. Et un truc assez chouette, c'est qu'elle accepte plusieurs solutions. Donc si vous voulez aller d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre, donc qui sont nos deux états avant et après la compression, ben, il suffit de trouver un chemin magique qui vous y amène dans le temps que vous voulez. Et pour faire ça, ce qu'ils ont proposé, c'est notamment ce qu'a proposé le papier là, de Marie Chupeau et ses co-auteurs, c'est de chercher une solution qui a une forme particulière. On va chercher une solution qui est gaussienne, qui est la solution qui est ici. Et du coup, il faut qu'on trouve juste les termes alpha, bêta et delta en fonction du temps. Et ça va nous donner une raideur, comment faire évoluer la raideur au cours du temps. Donc là, je vous le fais assez facile en disant, ouais, bon, vous faites ça, c'est assez facile. Les théoriciens, ils ont pas mal galéré, ils ont proposé une solution assez chouette pour ça, et du coup on peut mettre en place leur solution qu'ils ont appelée Engineering Swift Equilibrium Protocols, les EASY, et du coup c'est ce qu'on va essayer de mettre en place expérimentalement. Autrefois ça s'appelait Shortcut to Adiabaticity. Alors c'est très très similaire, c'est la même idée que les STA. La différence, c'est que les STA, c'est dans le régime quantique où ce que tu veux préserver, c'est la phase, alors que là, c'est la statistique de ρ de la probabilité de distribution. Mais sinon, physiquement, c'est vraiment des choses qui se ressemblent bien, et puis tu vois que tu retrouves un peu les mêmes personnes, quoi, David Guerrier au-delà, et un peu à la manœuvre partout. Tu avais une question ou... Ouais, et pour trouver leur solution, ils font un peu comme en optique, c'est comme une action qu'on essaie de rendre extrême pour trouver un peu le meilleur chemin, le plus court. Alors là, on ne cherche pas à optimiser, juste on regarde la forme de la fonction, on donne un ansatz et tu inclus tout ça dans les équations et tu trouves un modèle pour l'ansatz qui va fonctionner. Donc le tout, c'est de faire les bonnes hypothèses aux bons endroits et tout ça, c'est ça qui rend le truc très difficile à faire, mais il n'y a pas non plus d'optimisation. Là, il n'y a pas du tout d'optimisation. Je dirais un mot d'optimisation après, mais là, il n'y a pas du tout d'optimisation, c'est juste qu'on veut aller aussi vite que possible. Donc là, je vous remets les courbes que je vous avais mis avant avec le temps de relaxation naturelle, et on va se fixer qu'on va diviser par 5 ce temps de relaxation naturelle, donc c'est les petits traits noirs verticaux, et on va chercher le protocole qui marche. Donc globalement, c'est un protocole qui va représenter un overshooting, et il faut suivre la raideur qui va bien au cours du temps pour ce système. Et si vous faites l'expérience, on voit que la déviation standard dans l'overdump, elle arrive beaucoup plus vite à l'état qui nous intéresse, beaucoup plus vite, avec un facteur 5, et du coup qu'on est capable de faire ça. Alors, ces expériences dans le régime overdump, elles avaient déjà été faites par des gens à Lyon et en Corée du Sud, et on reproduit les résultats avec un protocole légèrement différent, ce qui est assez chouette. La solution des théoriciens, elle vous permet de trouver le profil temporel de la raideur, de modulation de l'intensité de votre piège, ouais, pour juste changer la constante de temps. Ouais, c'est ça, on change la raideur d'une certaine façon, quoi. En gros, quand on fait une compression, on va comprimer plus et relâcher avec la bonne temporalité pour qu'à l'état final, on arrive à l'équilibre au temps final qu'on a choisi. Et là, c'est une grosse baffe pour aller très vite, ouais. Une autre dans l'autre sens pour l'arrêter au bon endroit. Bah, on met même pas une grosse baffe dans l'autre sens, c'est genre... Pas ça, la descente. Ouais, mais du coup, c'est plus... on ferme beaucoup et puis on relâche. Mais c'est ça, en gros, il faut trouver la bonne temporalité qui permet d'accompagner l'état pour rejoindre l'équilibre le plus vite possible. Mais ça ne change pas aussi complètement la dynamique du système, enfin, de ce que vous étudiez ou... Bah, en gros, ce qui se passe dans l'état hors équilibre, t'es hors équilibre. Donc il se passe des choses, on le voit hein, sur le sigma ici, tu vois le sigma, il a une certaine forme, donc ça, tu as une certaine dynamique, mais ce qui compte, c'est que quand tu es arrivé, tu es à l'état d'équilibre, quoi. C'est-à-dire, tu es comme si tu avais fait le protocole adiabatique très très long. Et vous, c'est l'état d'équilibre qui vous intéresse. C'est ça, c'est d'arriver à l'état d'équilibre le plus vite possible. Vous pouvez remplacer les X jours de relaxation. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez avoir des profils temporels de modulation du laser de piège là, qui sont inaccessibles tout simplement parce que, par exemple, les ajusteurs ne sont pas assez rapides ou les commandes électroniques sont pas assez on peut avoir. En fait, les théoriciens, ils peuvent faire... Il faut qu'on discute avec eux pour voir ce qui est possible, parce que là, on a un overshoot, il suffirait que l'overshoot soit beaucoup plus grand que ce qu'on a comme probabilité de modulation. On a aussi, des fois, ils nous proposent des raideurs négatives, ce qui est aussi assez compliqué à gérer expérimentalement.
Donc il y a un nombre de paramètres qui sont accessibles, et du coup, quand les paramètres sont pas accessibles, il faut trouver un autre protocole qui compense ça. Donc ça, c'est des vraies questions ouvertes. Bon, du coup, ça marche bien dans le suramorti, mais le sous-amorti, c'est le cas le plus général. Et puis, tout à l'heure, je vous ai parlé de NEMS, de MEMS, de sensing et tout. Donc, c'est quand même un régime qui est vraiment intéressant pour pas mal d'applications. Et donc, essayer de comprendre ce qui se passe, sachant que c'est plus difficile théoriquement, c'est pas forcément plus facile expérimentalement. C'était une vraie question ouverte, et du coup, on a essayé d'appliquer ça. Et on trouve le protocole, et puis on est content parce que ça converge bien vers l'équilibre autant qu'on a voulu, à la fois en position et en vitesse. Donc on rajoute ça aussi dans le underdog. Donc on vérifie que pour la vitesse, on arrive à l'équilibre dans le temps voulu, et on est super content que ça marche bien. Et ça, c'était la première démonstration d'un ESE dans le régime sous-amorti. On peut même aller un peu plus loin, parce que vu qu'on a une très bonne mesure de la vitesse et de la position, on peut mesurer vraiment toutes les corrélations entre X et V, les variances associées. Et en gros, sans rentrer dans les détails, en bleu, vous avez ce qu'on mesure expérimentalement pour ces variances, et en rouge, c'est la courbe théorique qui est attendue, et on voit que ça marche assez bien. Donc à la fois qu'on a une bonne maîtrise de notre système, et qu'à la fois la théorie prévoit vraiment ce qui se passe, donc on a un bon accord entre les deux. Ouais. Juste pour revenir à tout ce qui concerne les nano-appareils qui se trouvent dans nos téléphones, par exemple, quel intérêt ça présente pour ces choses-là de très bien contrôler le temps au bout duquel on arrive à l'équilibre? Ce que je disais, c'est par exemple sur un AFM, si tu veux être très sensible, il faut gamma qui est très petit, donc un temps de relaxation qui est très très long. Okay. Et donc, tu t'imagines que tu fais une image, dès que tu vas te prendre une petite bosse, tu vas te retrouver hors équilibre pendant un temps très très long. Et donc, est-ce qu'on peut essayer de contrôler le temps qu'on passe hors équilibre pour éviter ce genre de blague? Ok. Donc ça, c'est des questions, nos collègues à Lyon s'intéressent beaucoup à ça, ils ont des papiers hyper intéressants sur le sujet. Bon, après, vous allez me dire que je suis un peu timoré parce qu'on a fait une accélération de x5, donc on peut se poser la question de savoir si on peut aller un peu plus vite. Donc ici, c'est une expérience où on essaye d'aller de plus en plus vite, donc on est capable d'accélérer, et on arrive à monter à un facteur 15 d'accélération. Il y a deux difficultés après, c'est-à-dire que plus on veut accélérer, plus l'overshoot il va être grand, donc plus il faut avoir de la puissance laser. Il y a un moment où c'est un peu limitant. Et le deuxième truc qui est limitant, c'est que plus vous voulez aller vite, plus il faut connaître bien votre système. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, il y a le papier qu'on a publié avec Damien qui a fait toutes ces expériences, où on étudie vraiment quand on va aller beaucoup plus vite, il faut connaître exactement la fréquence propre du système, et ça devient de plus en plus difficile. Donc quand on veut aller beaucoup plus vite que ça, il faut être très très bon. Et donc ça pose un peu des questions sur à quel point ces protocoles ils sont génériques, ils sont robustes, et c'est des questions qu'on a essayé d'adresser dans le cadre de ce papier. Et on parlait d'optimisation tout à l'heure, juste un petit mot. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de passer d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre le plus vite possible. Mais pour tous les protocoles thermodynamiques, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de les faire en essayant de consommer le moins de travail possible, en ayant le moins de chaleur relâchée dans le système. Et ça, c'est ce qu'on appelle les protocoles optimaux. Et c'est des choses qu'on est en train d'essayer de faire avec la même équipe de théoriciens, donc là, Marco Baldovin et Emmanuel Trizac, d'essayer de voir si on peut trouver un protocole qui a une forme un peu différente, qui en plus de nous amener de l'état d'équilibre A à l'état d'équilibre B dans le temps le plus court, en plus on fait le moins de travail possible. Et donc si vous voulez faire un nanomoteur thermodynamique, ça commence à être un peu intéressant. Donc, je suis au milieu du guet, donc je regarde un petit peu où j'en suis. Donc tout ça pour vous dire qu'avec cette nanoparticule, comme ça on est capable vraiment de contrôler des états hors équilibre de façon assez chouette, et qu'on a une bonne mesure, un bon contrôle, et qu'on a réussi à démontrer pour la première fois qu'on était capable de faire des raccourcis vers l'équilibre dans le régime sous-amorti. Et dans les autres choses très sympas que les gens font avec des particules en lévitation, un exemple typique, c'est dans le régime quantique que j'avais évoqué au début. Nos collègues de Vienne et de Zurich, ils ont réussi à refroidir le mouvement d'une particule dans son état fondamental quantique. Donc ils réduisent le mouvement jusqu'à ce qui est moins de 1 quanta de vibration à l'intérieur de la particule. Et du coup, c'est des expériences qui sont assez chouettes, mais si vous regardez ces deux expériences, elles sont dans le cadre des potentiels qui sont des potentiels quasi harmoniques.
Et ça veut dire que si vous faites ça, vous êtes limité à des potentiels harmoniques. On peut faire plein de choses chouettes, mais que ce soit pour la nanothermo ou pour le quantique, ça a quand même des limitations. Pour la nanothermo, ça veut dire qu'on se limite à vraiment une sous-classe de protocoles, et on voit bien que quand on traite du cas des protéines, par exemple, les potentiels ils sont évidemment pas harmoniques, les bistabilités sont hyper importantes, la forme des potentiels sont hyper importantes, et sur des choses liées à ce que j'évoquais après, les raccourcis vers l'équilibre, il y a des papiers théoriques qui proposent justement des passages entre des potentiels un peu rigolos de l'un à l'autre pour essayer d'étudier des questions de réversibilité, des choses comme ça. Donc ça peut être assez intéressant de sortir un petit peu du régime linéaire des potentiels. Et alors quand on parle de la physique quantique, là c'est encore plus vrai, c'est aussi très vrai, parce que j'ai évoqué au début que si vous vouliez faire quelque chose avec votre système quantique, vous avez besoin de non-linéarité. Sinon vous restez avec des systèmes gaussiens, et ça ressemble quand même beaucoup à de la physique classique. Donc si vous voulez faire un truc qui est vraiment non classique, il faut rajouter des non-linéarités. On peut les rajouter en ajoutant des niveaux à l'intérieur du système, certainement en ajoutant des non-linéarités de type Kerr ou Kerr-effringence ou des choses comme ça, mais on peut aussi jouer sur le potentiel harmonique et essayer de le rendre non harmonique. Donc c'est un petit peu la deuxième partie de ma présentation, c'est ça que j'aimerais évoquer avec vous, c'est comment on arrive à générer des potentiels qui sont au-delà de l'harmonicité. Et du coup, ma petite équation de Langevin, on a le contrôle sur gamma, et la force optique, jusque-là, on s'est juste posé la question de, on a un faisceau de piégeage, on change la puissance, et du coup, on change la raideur. Mais ce que je vous ai dit au début, c'est qu'en première approximation, si on oublie les forces de pression de radiation, la force optique, c'est le gradient d'intensité, donc si je suis capable de faire la forme que je veux de mon intensité, je suis capable de faire le potentiel que je veux. Alors, les gens se sont beaucoup intéressés à cette question, beaucoup en physique atomique, donc je crois que vous avez eu il n'y a pas longtemps un séminaire de Thierry Lahaye qui vous a certainement parlé de ces questions-là. Donc ici, c'est une expérience justement qui a été faite dans le groupe de l'Institut d'optique, où ils utilisent des modulateurs spatiaux de lumière, des SLM, pour piéger plein d'atomes en 3 dimensions. Donc c'est une façon de faire. Une des limitations actuelles des SLM, c'est que c'est quand même pas très rapide, c'est difficile de faire des changements qui vont au-delà de la dizaine de Hertz. Alors si vraiment vous arrachez, il y a quelques systèmes qui permettent de faire du kilohertz, mais par rapport aux fréquences de nos particules, c'est quand même assez limité si on veut faire des trucs dynamiques. Une autre façon de faire, c'est de faire de la peinture optique. Donc c'est de prendre un faisceau optique qu'on va déplacer dans le temps, et ça va nous faire une moyenne du potentiel optique, mais là encore une fois, nous on a des fréquences qui sont de l'ordre de la centaine de kilohertz, donc ça veut dire qu'il faut bouger quand même super vite si vous voulez que votre particule elle voit un potentiel moyen. Et donc la dernière façon, c'est de prendre plein de faisceaux de piégeage simples, là, les faisceaux gaussiens que j'ai utilisés dans la première partie, puis de les mettre les uns à côté des autres. Et donc c'est quelque chose qui avait déjà été proposé il y a 10 ans en arrière, de superposer plein de faisceaux gaussiens les uns à côté des autres pour faire la forme qu'on veut. Du coup c'est ce que vous voyez là en bas à droite avec la forme que vous avez choisie. Envisager les DMD aussi. Les DMD, ouais, du coup, ça va ressembler au SLM. On va un peu plus vite. Rapide. Ouais, mais du coup, nous, on veut travailler vers 100 kHz. C'est encore trop lent. C'est difficile, quoi. Donc, on était plus parti vraiment sur cette dernière option, mettre plein de faisceaux les uns à côté des autres. Parce que là, nous, on va faire ça avec des modulateurs acousto-optiques. Les temps de montée, c'est la centaine de nanosecondes. Donc, on peut changer les potentiels hyper vite. Après, chaque approche a ses avantages, ses inconvénients. Donc, ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut faire et comment le faire. Et sinon, il n'y aurait pas moyen de mettre un espèce de masque de phase fixe devant le laser plutôt qu'un SLM, c'est-à-dire déterminer un profil de phase bien défini qui nous permet d'avoir ce qu'on veut, puis de le changer le jour où on veut faire un potentiel différent. Et... Ouais, justement, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est comme dans les raccourcis vers l'équilibre, c'est qu'on veut le faire très vite. Donc c'est-à-dire que par exemple, j'aimerais changer un truc harmonique vers un potentiel quartique de façon continue, avec un temps caractéristique qui est petit devant la dynamique de tout mon système. Okay. Et donc l'idée pour faire ça, c'est d'utiliser un modulateur acousto-optique où, sans rentrer dans les détails, en gros, on envoie une fréquence RF là, que j'ai représentée ici, là, c'est cette onde-là, dans un cristal acousto-optique. Ça va créer une onde d'indice qui va diffracter le faisceau, et en gros l'angle θ que vous avez ici va être proportionnel à la fréquence que vous envoyez. Et donc le déplacement que vous avez de la particule au focus va être proportionnel à la fréquence que vous envoyez. Donc si vous changez la fréquence, vous avez votre particule qui va se déplacer au focus.
Bon là, du coup, c'est la particule qui doit bouger dans le film, qui est devenue fixe par le passage au PDF. Mais du coup, on voit vraiment, on est capable de déplacer la particule, et il y a une linéarité entre la fréquence qu'on met en entrée du modulateur acousto-optique et la position de la particule. Et du coup, l'idée, c'est que si vous mettez maintenant pas une seule fréquence, mais vous mettez plusieurs fréquences, donc du multi-tone driving, vous allez pouvoir créer deux faisceaux, et vous allez contrôler la position de ces deux faisceaux l'un par rapport à l'autre. Si vous en mettez plein, vous pouvez créer plein de puits les uns à côté des autres. Il n'y a pas des franges, ça ne vous gêne pas les interférences entre les deux? Alors, effectivement, on va avoir des interférences entre ces deux faisceaux, mais vu qu'on passe par un modulateur acousto-optique, les différents faisceaux ils vont être shiftés en fréquence, de la différence de fréquence entre les deux, donc on va avoir des battements. Donc le seul truc qui est important, c'est que nos battements ils soient à des fréquences qui sont beaucoup plus grandes que la dynamique de la particule, pour qu'elle voit un potentiel moyenné et que ça l'embête pas. Mais effectivement, si on met deux faisceaux très proches, avec des fréquences très proches, on perd la particule parce que ça fait jour-nuit, et la particule finit par tomber. Le système de lentilles, c'est juste pour agrandir vos faisceaux avant l'objectif? Le système de lentilles, il a deux intérêts. Il change la taille, on l'a choisi pour qu'il change la taille des faisceaux, et surtout, il fait une conjugaison entre ton modulateur acousto-optique ici et la pupille d'entrée de ton objectif, de façon à ce que, en gros, t'aies qu'un changement d'angle et t'aies pas un changement de position. Parce que sinon, tu vas aussi tu vas couper un peu le faisceau et tu vas changer l'intensité qui passe à travers. Et vous, c'est le même objectif, comment dire, qui envoie la lumière de piégeage sur les atomes, qui collecte aussi la diffusion de la particule, ou c'est un autre objectif qui fait ça? La diffusion de la particule, on la collecte en arrière. Okay. Du coup, il y a là je ne l'ai pas représenté, mais il y a une lentille de collimation derrière. C'est un peu plus facile. Enfin, en tout cas, là, en général, on fait ça. Okay. Bon, et du coup, pour vérifier que ça marche, qu'on fait à peu près ce qu'on veut, on s'est dit on va commencer simple, on va prendre deux faisceaux. Et donc, on a des faisceaux qui sont gaussiens en première approximation, au focus. On peut estimer que le waste, c'est environ 1,6 micron. Et puis, on va les déplacer. Et je vais noter 2x0, la distance entre les deux minima de ces deux puits potentiels, que je vais pouvoir changer en faisant varier la différence de fréquence entre les deux ondes que j'envoie dans la web. Voilà, pareil, du coup, il y a le passage au PDF qui a loupé un petit peu la dynamique du truc, mais l'idée c'est qu'en fonction de la distance, vous allez pouvoir passer, si vous avez vos deux faisceaux qui sont exactement l'un sur l'autre, c'est la courbe bleue ici, vous avez quelque chose qui ressemble à ce que j'ai présenté au début, quoi, c'est un potentiel harmonique. Quand vous commencez à vous étendre, vous allez avoir un truc qui devient de plus en plus plat au fond, et le cas ultime, c'est le cas orange, où c'est le plus plat au fond, et si vous continuez, vous allez créer deux puits de potentiel, et c'est le cas vert, donc on va passer vraiment continuellement de ça, et donc on va changer vraiment localement au niveau proche du centre du puits de potentiel, on va vraiment changer la forme du potentiel et son harmonicité. Et si vous faites un développement limité, c'est ce que vous avez là à droite, les courbes bleues et oranges. Donc vous avez le terme harmonique ici qui est défini par la raideur K, et le terme bêta Q qui est le terme d'ordre supérieur qui correspond à ce qu'on appelle les non-linéarités de Duffing. Vous voyez que la courbe bleue, qui est la raideur, à un moment elle va s'annuler, et du coup on va avoir plus que les termes en X4, enfin les termes en X4 vont être dominants, et du coup on va avoir un potentiel qui est quantique. Donc on peut changer comme ça quelque chose de quasi harmonique, voire très proche de la harmonicité à ce point-là, parce que là on supprime même les non-linéarités de Duffing, à quelque chose de très quartique. Et donc pour caractériser ça expérimentalement, je vous ai dit au début qu'on pouvait travailler soit sur les traces temporelles de la particule, soit sur leur PSD. Et là, on va utiliser la PSD parce qu'on veut avoir une information sur la fréquence propre du piège. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que quand les deux puits sont l'un sur l'autre, donc X0 vaut 0, on va mesurer la PSD et on va venir mesurer ici quelle est la fréquence propre. Et je la reporte ici. Je peux faire ça après, c'est Inès qui a fait les expériences, donc vous l'expliquez mieux que moi, mais elle va déplacer les deux pièges l'un à côté de l'autre, et on va voir la fréquence qui se décale, et du coup je le reporte là. Ouais. On voit deux petits pics sur la courbe de gauche. C'est des harmoniques de la fréquence propre ou dans ce cas-là, c'est probablement ça. Okay. Je rentre pas dans les détails, mais la mesure là, elle est un peu plus difficile parce que la particule, elle voyage sur des grandes distances. Par rapport à la première partie, on n'avait pas ça, donc on a un peu plus des non-linéarités dans la détection qui vont apparaître, qui vont faire apparaître des harmoniques, qui vont faire apparaître des petites blagues comme ça. Okay. On pourrait en discuter avec plaisir, c'est vraiment une question qui nous tient à cœur.
mais j'ai préféré un peu pas m'attarder trop là-dessus. Bon, et du coup, ce que je vais faire comme ça, c'est que je vais mesurer pour toutes les distances entre les deux faisceaux, quelle est la fréquence propre que je mesure, et j'obtiens une courbe comme ça qui descend. Et je peux comparer cette courbe à la raideur que j'ai calculée avant, l'estimation de la raideur qui était la courbe bleue juste avant. Et donc on voit que ça marche très bien au début quand les deux faisceaux sont très proches parce que l'approximation harmonique marche très bien. Forcément, quand je vais commencer à avoir un puits de potentiel quartique, on ne peut plus définir l'approximation harmonique, n'a plus de sens, donc on s'éloigne un petit peu. Et puis après, quand on va passer dans le puits de potentiel bistable, on va de nouveau retrouver quelque chose d'harmonique, mais piégé soit dans le piège de gauche, soit dans le piège de droite. Et du coup, la deuxième branche ici, c'est le calcul de l'approximation harmonique, mais plus au centre, mais dans les pièges. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver ici. Et donc, on voit que ça marche quand même plutôt pas mal. Donc, on pense qu'on a une assez bonne connaissance du système et qu'on est capable, comme ça, de régler les non-linéarités. Ça permet d'avoir quelques infos en plus. Par exemple, on sait que l'endroit où les non-linéarités, l'endroit où le potentiel va devenir quartique, c'est le cas où la distance entre les deux puits, ça correspond exactement au waste. Et du coup, ça nous permet de vérifier que le waste, il est vraiment proche de 1,6 micron, ce qui était l'approche théorique. Et du coup, on voit vraiment les trois zones où on a un potentiel qui est harmonique, un potentiel qui est plutôt quartique et un potentiel bistable. Ouais. Et justement, comment vous faites dans la partie de gauche, là où delta X est faible, pour ne pas avoir les battements entre les deux faisceaux? En fait, c'est une excellente question, et là, il manque un point, ici, qui est le point qui est delta F égale 500 kHz. Nos fréquences propres, tu vois qu'elles sont de l'ordre de 100-120 kHz. Donc, dès qu'on est au-dessus de 500 kHz, les battements, ils posent pas de problème. Mais le point là qui manque, une fois sur deux, la particule, elle reste pas là, donc on le fait plus. On laisse tranquille ce point-là. Donc voilà. Et donc juste ici, là, c'est vraiment le travail en cours, donc ce que je présente, c'est pas encore, on n'a pas encore tout compris, mais la PSD que vous avez ici, c'est la PSD qu'on mesure le plus près du potentiel quartique. Donc déjà, on voit que la forme est légèrement déformée par rapport au côté lorenzien, ce qui est quelque chose qu'on attend pour le potentiel quartique, parce que c'est plus une lorentzienne, et aussi que la largeur est légèrement plus grande que ce qu'on observe pour tous les autres points. Et ça, on peut le comprendre par le fait que quand vous avez un potentiel quartique, il est plat au fond et puis ça remonte comme ça. Et du coup, quand la particule elle va se déplacer, elle va avoir plusieurs fréquences. Elle va avoir une fréquence quasi nulle au centre. Dès qu'elle va monter, elle va avoir une fréquence de plus en plus grande. Et donc la fréquence propre de la particule, elle va avoir tendance à bouger comme ça dans le temps. Et donc, on attend un élargissement. Là, c'est vraiment des résultats préliminaires, donc je ne jurerai pas que ce qu'on voit, c'est bien ce qu'on veut voir, parce qu'on a d'autres problèmes techniques. Mais c'est une première démonstration qu'on est capable, comme ça, de contrôler les non-linéarités du potentiel et qu'on arrive à s'approcher du potentiel quartique. Donc maintenant, il y a encore un petit peu de travail pour essayer de caractériser justement la dynamique dans ce potentiel quartique. C'est des choses qui ne sont pas si faciles à faire que ça expérimentalement. Il y a peu d'autres systèmes qui permettent d'accéder à ça. Et ensuite, de pouvoir utiliser ces non-linéarités. Nous, forcément, sur la thermodynamique, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire des conversions entre états non harmoniques d'un côté et de l'autre. Évidemment, pour les gens qui font de la physique quantique, il y a pas mal de papiers pour justement aller utiliser ces non-linéarités pour faire de la mesure, pour préparer la particule dans des états non quantiques un peu rigolos, pour faire du squeezing, des choses comme ça. Et puis, une application évidente après, c'est de créer des potentiels qui sont beaucoup plus non linéaires, pas en mettant deux puits de potentiel, mais en mettant autant qu'on veut, et faire les formes. Donc là, c'est des expériences qui ont été faites par Damien Reynal, justement, où on mesure juste sur une caméra la forme du potentiel. Oui, pardon. Les mesures que vous avez faites, vous avez juste deux faisceaux gaussiens? Pour toutes les mesures que j'ai présentées avant, ouais. C'est deux faisceaux gaussiens qu'on déplace. Parce que dès qu'on en met plus, après, il y a d'autres blagues. Mais là, du coup, ça, c'est des modélisations et une mesure juste sur la caméra, il n'y a pas de particules piégées, juste on vérifie que si on met plein de tons dans l'AOM, on va avoir un truc qui ressemble plus ou moins à ce qu'on a prévu théoriquement. Donc en haut, c'est ce qu'on a prévu théoriquement et en bas, c'est ce qu'on mesure expérimentalement, mais c'est pareil, c'est des choses très préliminaires. Et grâce à ça, ce serait possible, par exemple, d'intriquer 2 nanoparticules C'est une des choses, alors après je sais pas à quelle échelle, mais globalement une fois que tu as fait 2 puits de potentiel, tu peux utiliser ça pour piéger 2 particules, et il y a des protocoles qui sont proposés pour essayer justement de créer de l'intrication de particules. Après on va pas se mentir, hein, déjà rentrer dans le régime quantique c'est pas facile, aller ajouter de l'intrication c'est assez challenging.
Il y a des groupes qui sont un peu plus en avance que nous sur la question, notamment à Vienne et à Zurich. Donc ils sont en avance sur tout le monde, surtout c'est des groupes qui sont très très gros, où ils piègent déjà deux particules et qu'ils arrivent à les coupler. Il y a plein d'effets physiques assez rigolos, parce qu'on peut avoir du couplage non réciproque, enfin vraiment plein de physiques super chouettes. C'est des choses qui nous intéressent, et c'est l'étape d'après, mais pour le moment, déjà on contrôle les potentiels, après on verra si on peut piéger deux particules. Puis l'intrication, avec plaisir, mais peut-être pas la semaine prochaine. De toute façon, la généalogie, ce ne sont pas du tout quantiques, il n'y a pas de fonction. Si tu les refroidis assez fort, c'est-à-dire que tu réduis leur mouvement, tu rentres dans un régime où la fonction d'onde elle commence à être localisée. Mais là, dans ce système-là, nous là on est méga thermique, on est très thermique. Ouais. Le nombre de quanta, je l'ai pas en tête, mais c'est beaucoup. Donc tout ça pour conclure rapidement. L'idée, c'est vraiment avec d'utiliser des particules en lévitation, on a un grand contrôle sur le système, on est capable de contrôler les différents éléments de l'équation de Langevin, on peut mesurer très bien sa dynamique, donc ça ouvre vraiment beaucoup d'opportunités pour aller étudier de la nanothermodynamique ou d'autres choses. On est en train de faire un gros travail pour essayer de contrôler le potentiel optique et donc ajouter un peu des nouvelles fonctionnalités et aller comprendre un peu au-delà de ce qu'on a fait jusque maintenant. Et après, si vous êtes pointilleux, vous allez me dire, ok, dans mon équation de Langevin fétiche, il y a encore un terme dont je n'ai pas parlé, qui est le terme de fluctuation, qui est lié à la température. Et du coup, on a très envie d'aller jouer avec. Et du coup, l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire de l'ingénierie du bain thermique. Une façon, c'est juste d'ajouter du bruit sur la dynamique de la particule. Ça va permettre d'avoir des températures effectives plus élevées, voire d'avoir des choses qui sont non thermiques. Et donc d'aller travailler sur des protocoles non isothermaux, de modéliser tout ce qui est la physique des particules actives. Et par rapport à ta question, si on est capable de refroidir la dynamique de la particule en ayant une rétroaction bien adaptée, on peut rentrer dans le régime quantique. Et en fait, ce que vous voyez sur la photo là à droite, il y a deux électrodes en or. Et les particules, en général, on arrive à les charger avec quelques charges, et du coup, avec les deux électrodes, on va pouvoir appliquer une force électrostatique, on va pouvoir faire des rétroactions ou ajouter du bruit, donc c'est aussi des choses sur lesquelles on est en train de s'orienter pour pouvoir sortir un peu du régime tout fait à température ambiante et travailler avec des températures un peu différentes. Bon, pour finir, j'aimerais quand même remercier tous les gens qui ont participé activement à ça, donc toute la première partie sur les ESE, c'est pas mal le travail de Damien, la deuxième partie sur les potentiels non linéaires, c'est Inès qui est présente, qui a beaucoup poussé. J'ai la chance de travailler avec Jean-Seb, qui apporte beaucoup à la fois sur la physique, mais aussi en dehors de la physique, et d'avoir des théoriciens super top avec lesquels travailler, Emmanuel, David. Et puis les projets là, de température, c'est avec Syria qu'on commence ça, mais ça a l'air assez excitant. Donc voilà, je voulais remercier toutes ces personnes, et puis vous remercier vous de m'avoir écouté pendant ce séminaire. Et si vous avez d'autres questions, au-delà de toutes les questions que vous m'avez posées, cet échange était très plaisant. Si vous en avez d'autres, je serais ravi d'y répondre. Merci.